Une enfant de 6 ans d'un quartier comme Saint-Denis, ce n'est pas une scène pour des amateurs. Victor Dubois, le milliardaire de 50 ans qui finance ce conservatoire de Paris depuis 2 décennies, abat sa main droite sur le pupitre devant lui, faisant vibrer le micro avec un écho sec qui traverse l'auditorium bondé. Ses doigts, ornés d'une chevalière en or gravée de ses initiales, se crispent sur le bois verni, laissant une marque invisible de son autorité incontestée. Il fixe la petite silhouette sur scène, ses yeux bleus acier rétrécis en une ligne de mépris pur, comme s'il évaluait un objet défectueux dans l'une de ses usines immobilières. Aïssatou Ndiaye, 6 ans, se tient immobile, au centre de la lumière crue des projecteurs, ses petites mains serrant une partition froissée contre sa poitrine menue. Elle ne tremble pas, mais ses lèvres se pincent légèrement, un geste infime qui retient un souffle qu'elle refuse de laisser échapper. Sa robe simple, cousue par sa mère, immigrée du Sénégal, effleure ses chevilles, et ses tresses serrées brillent sous les spots, comme un défi silencieux à cette assemblée de costumes sur mesure et de parfums coûteux. Victor se penche en avant, son nœud papillon impeccablement noué, se plissant sous la pression de son cou massif. Mademoiselle Ndiaye, ou devrais-je dire, petite fille des banlieues, vous croyez vraiment que ce Steinway, ce joyau que j'ai personnellement offert à cet établissement, est fait pour des doigts inexpérimentés comme les vôtres? Sa voix, grave et autoritaire, résonne comme un verdict prononcé dans une salle de tribunal, coupant court aux murmures naissants du public, des donateurs parisiens, des professeurs en tenue noire, des élèves aux regards curieux et moqueurs. Il ajuste ses lunettes à monture fine d'un geste sec, un tic qu'il répète quand il sent la victoire à portée de main, comme lors de ses négociations impitoyables pour racheter des quartiers entiers de la capitale. Aïssatou relève la tête, ses yeux noirs et profonds, croisant ceux de Victor sans ciller. Elle pose un pied minuscule sur la pédale du piano, un mouvement précis qui fait cliqueter légèrement le mécanisme, comme si elle testait déjà l'instrument qui la défie. Mais Victor ne lui laisse pas le temps. Il balaie l'air d'un geste large, sa chevalière captant la lumière en un éclat aveuglant. « Non, non, ma chère. Nous sommes au Conservatoire de Paris, pas dans une église de quartier où l'on improvise des airs populaires. J'ai vu votre dossier, arrivé par miracle, sans doute grâce à quelques programmes de charité. 6 ans, des leçons gratuites à Saint-Denis? Ridicule, prenez votre partition et rentrez chez vous. La place est pour ceux qui la méritent. » Les rires étouffés fusent dans la salle, comme des balles ricochant sur les murs invisibles de la hiérarchie sociale. Un homme en smoking, assis au premier rang, sort son téléphone d'un geste discret, filmant la scène avec un sourire en coin, ses doigts pianotant déjà sur l'écran pour partager ce moment viral. Victor croise les bras, son torse bombé sous sa veste sur mesure, savourant l'approbation muette de l'assistance. Il tape du pied, une fois, un rythme impatient qui accélère le pouls de la salle, comme un chef d'orchestre imposant son tempo. Aïssatou ne bouge pas. Ses petites épaules se redressent imperceptiblement et elle glisse une main sur le clavier du piano, effleurant une touche sans la presser, un geste de possession muette, comme si elle revendiquait déjà cet espace qui lui était refusé. Victor plisse les lèvres, un rictus de dédain pur se formant sur son visage, ridé par les années de pouvoir. « Allez, petite, ne forcez pas. Je ne voudrais pas que vous vous humiliiez devant tout Paris. Sortez, avant que je ne change d'avis sur ce programme de bourse que je finance. » Le public retient son souffle, les téléphones levés comme des armes prêtes à capturer la défaite. Victor se redresse, ajustant sa cravate d'un geste victorieux, convaincu que son autorité a une fois de plus écrasé l'insolence. Mais dans les yeux d'Aïssatou, une étincelle s'allume. Pas de larmes, pas de recul, juste une détermination enfantine qui durcit ses traits fins
comme si elle gravait chaque mot dans sa mémoire pour les transformer en notes futures. Victor frappe à nouveau le pupitre, un coup sec qui claque comme un point final. « C'est fini! Suivant !» Aïssatou Ndiaye, 6 ans, fixe le sol lustré de la scène, ses petites mains relâchant lentement la partition froissée qui glisse contre sa robe usée. Le silence de l'auditorium du Conservatoire de Paris pèse comme une chape de plomb, brisée seulement par le claquement des talons de Victor Dubois, qui s'éloigne du pupitre, son rictus satisfait gravé sur son visage. Elle ne pleure pas. Ses yeux noirs restent secs, mais ses doigts se crispent un instant, les jointures blanchissant contre le papier jauni. Puis, d'un mouvement précis, elle redresse son menton, un geste de défi si discret qu'il échappe à la plupart des spectateurs. Vous pensez que la musique, c'est juste pour vous, n'est-ce pas? Sa voix, claire comme une cloche malgré son timbre enfantin, coupe l'air tendu. Elle parle sans trembler, chaque mot choisi avec une gravité qui contraste avec sa silhouette frêle. Victor s'arrête net, sa main ajustant machinalement sa chevalière en or, un tic nerveux qui trahit une fissure dans son assurance. Il pivote, son regard perçant cherchant à écraser cette insolence inattendue. Mais Aïssatou ne recule pas. Elle pose sa partition sur le bord du piano Steinway, ses doigts effleurant le bois, vernis comme pour ancrer sa présence. La musique, c'est pour tout le monde, pas juste pour vous. Elle répète plus fort, ses mots résonnant jusqu'au dernier rang où les téléphones capturent chaque syllabe. Un murmure s'élève dans l'assistance. Certains rient, moqueurs, d'autres froncent les sourcils, déstabilisés par la fermeté d'une enfant. Une femme en robe de soie, au 3e rang, baisse son téléphone, ses lèvres entr'ouvertes, comme frappée par la dignité de cette réplique. Victor serre les poings, ses ongles s'enfonçant dans ses paumes, mais il force un sourire crispé, un masque d'arrogance intact. Quelle audace, petite, mais les mots ne jouent pas du piano. Pars, avant que je ne perde patience. Aïssatou ne répond pas. Elle se tourne vers le public, ses tresses captant un éclat des projecteurs, et ramasse sa partition d'un geste lent, presque cérémonieux. Chaque pas qu'elle fait vers la sortie de la scène claque doucement sur le bois, un rythme mesuré qui contraste avec le chaos des rires étouffés et des chuchotements. Elle s'arrête à l'orée de la lumière, pivotant une dernière fois vers Victor. « Vous entendrez ma musique un jour, » dit-elle, sa voix si basse qu'elle semble un murmure prophétique, mais assez forte pour que les micros l'amplifient. Victor ricane, un son sec qui masque une pointe d'inconfort. Il tapote son pied contre le sol, son rythme impatient reprenant, comme pour chasser cette voix qui s'attarde dans l'air. Mais les spectateurs ne rient plus, autant. Une professeure, Marie-Claire Beaumont, assise dans l'ombre des coulisses, griffonne nerveusement sur son carnet, ses yeux fixés sur Aïssatou. Ses doigts, habitués à effleurer les touches d'un piano, s'immobilisent, comme si elle reconnaissait une flamme rare dans cet enfant. Aïssatou disparaît derrière le rideau, sa silhouette avalée par l'obscurité, mais son dernier regard reste gravé dans l'esprit de ceux qui l'ont vu. Les téléphones s'abaissent lentement, et un murmure nouveau s'élève, non pas de moquerie, mais d'une curiosité naissante. Victor ajuste sa cravate, un geste sec pour reprendre le contrôle, mais ses épaules se voûtent légèrement, comme alourdies par un poids invisible. La scène était vide, mais l'écho de la voix d'Aïssatou persiste, un défi qu'aucune arrogance ne peut effacer. Victor Dubois claque la porte de son bureau dans sa somptueuse demeure parisienne, le bruit résonnant contre les murs ornés de tableaux de maîtres. Ses doigts, encore crispés autour de sa chevalière en or, tapotent nerveusement le bord d'un bureau en acajou. Il s'affale dans son fauteuil en cuir, son regard glissant sur l'écran de son téléphone, où une notification clignote. Un post Twitter avec des milliers de retweets. Une vidéo postée par un spectateur anonyme du gala au Conservatoire de Paris,
montre Aïssatou Ndiaye, 6 ans, jouant du piano dans une église de Saint-Denis. Les commentaires s'enchaînent comme des balles. Un prodige. Honte à ceux qui l'ont chassé. Dubois, vous avez raté une étoile. Il clique, presque malgré lui. L'image tremblante révèle Aïssatou, ses petites mains dansant sur les touches usées d'un vieux piano d'église. Chaque note de Mozart, entrelacée de rythmes sénégalais fluides, éclate avec une clarté qui fait frissonner l'air. Victor plisse les yeux, sa mâchoire se contractant, alors qu'il reconnaît une maîtrise qu'aucun enfant de 6 ans ne devrait posséder. Il coupe le son, mais ses doigts restent là, figés sur l'écran, incapables de détourner son regard. Cette gamine, qu'il a chassée de la scène il y a à peine quelques heures, joue avec une âme qui transcende les murs décrépits de l'église. Il se lève d'un bond, renversant une tasse de café qui tache un dossier sur le bureau. Son pied tape le sol, un rythme saccadé, trahissant une agitation qu'il ne peut masquer. « Impossible !» marmonne-t-il, sa voix rauque, comme s'il cherchait à convaincre son propre reflet dans la vitre. Mais les commentaires continuent de défiler. C'est une honte. Le conservatoire perd un génie à cause de Dubois. Chaque mot est une aiguille, piquant son orgueil, jusqu'à ce qu'il saigne intérieurement. Il attrape son téléphone, ses doigts glissant sur les touches pour appeler son assistant, Julien. Trouve-moi tout sur cette fille. Tout. Où elle vit, qui elle est, maintenant. Julien, à l'autre bout, hésite, sa voix tremblante. Monsieur, les réseaux sociaux s'enflamment. Ils parlent d'injustice, de racisme. Vous devriez peut-être... Victor coupe la ligne d'un geste sec, son pouce écrasant l'écran comme pour écraser les accusations. Il se rassoit, ses mains frottant ses tempes, où une veine pulse sous la peau. L'image d'Aïssatou, ses tresses brillants sous les projecteurs, ses mots « La musique, c'est pour tout le monde » résonnent dans son crâne comme une note dissonante qu'il ne peut chasser. Il rouvre la vidéo, cette fois sans couper le son. Les notes s'élèvent, précises, vibrantes, comme si Aïssatou parlait directement à travers le piano. Victor se fige, son souffle court, ses doigts cessant de tapoter pour la première fois. Il voit, dans les mouvements fluides de ses petites mains, une vérité qu'il a refusée. Cette enfant n'est pas une amatrice, elle est une flamme, un talent brut qu'il a éteint par pur mépris. Un message surgit sur son écran, d'un professeur du conservatoire. « Monsieur Dubois, nous devons parler de cet enfant. Elle pourrait être l'avenir de l'école. » Victor fixe l'écran, son visage durci par une lutte intérieure. Il se lève, attrape sa veste, son pas déterminé claquant sur le parquet. Il doit trouver Aïssatou, non pour s'excuser, mais pour comprendre comment une fillette de Saint-Denis a pu ébranler son monde en une seule note. Victor Dubois franchit les portes rouillées de l'église de Saint-Denis, son costume sur mesure frottant contre la poussière du portail. Ses pas lourds résonnent sur le sol inégal, et il ajuste sa chevalière en or d'un geste nerveux. Un tic qui trahit son malaise dans ce monde loin de ses salons parisiens. Les regards méfiants des habitants du quartier, des jeunes en sweat à capuche, une femme portant un boubou coloré, le suivent comme des ombres accusatrices. Il serre les dents, ignorant les murmures hostiles. Son souffle court, alors qu'il traverse la cour délabrée, vers l'entrée principale. « Où est-elle » demande-t-il à un adolescent appuyé contre un mur qui hausse les épaules avec un rictus moqueur. Victor pousse la porte et l'odeur d'encens mêlé de moisi envahit ses narines. À l'intérieur, des chaises en plastique usé s'alignent devant un autel modeste. Il s'arrête net. Au fond, un vieux piano droit, ses touches jaunies par le temps, trône sous une lumière tamisée. Une affiche déchirée annonce des cours gratuits pour les enfants du quartier. Victor plisse les yeux, son cœur battant plus vite. C'est ici qu'Aïssatou Ndiaye, la fillette de 6 ans qu'il a chassée du conservatoire,
a appris à jouer. Il s'avance, ses chaussures cirées claquant sur le carrelage fissuré. Une femme d'âge mûr, portant un foulard sénégalais, trie des partitions sur une table. « Vous cherchez quoi, monsieur ?» Sa voix est tranchante, ses mains s'immobilisant sur le papier. Victor redresse les épaules, tentant de reprendre son autorité habituelle. « Aïssatou Ndiaye, je suis Victor Dubois, mécène du Conservatoire de Paris. Je dois la voir. » La femme le toise, ses lèvres pincées, et pointe un doigt vers une porte latérale. Elle est là-bas, mais ici, votre argent ne fait pas la loi. Victor pousse la porte, révélant une petite salle où des enfants rient, assis en cercle. Aïssatou, ses tresses serrées scintillant sous une ampoule vacillante, tape des mains pour guider un chant rythmé. Ses yeux s'écarquillent en voyant Victor, mais elle ne s'arrête pas, ses petites mains frappant à un tempo précis. Victor sent une chaleur monter à son visage, non pas de honte, mais d'une urgence nouvelle. Il a vu la vidéo, les commentaires louant son talent. S'il a chassé cet enfant par mépris, il a peut-être privé son conservatoire d'une étoile, d'un symbole qui pourrait faire taire les critiques sur son élitisme. Il s'approche, ses doigts tapotant nerveusement sa chevalière. « Aïssatou !» dit-il, sa voix plus douce qu'il ne l'aurait voulu. Les enfants se taisent, leur regard curieux le transperçant. Aïssatou se lève, tenant une baguette en bois comme un sceptre miniature. « Vous êtes revenu pour me chasser encore ?» demande-t-elle, son ton direct faisant tressaillir Victor. Il secoue la tête, ses lèvres formant un sourire forcé. « Non, je veux comprendre. Ton talent. Pourquoi n'ai-je pas vu ça avant ?» La femme au foulard, restée à la porte, croise les bras, son regard défiant. Victor de prouver sa sincérité. Il sent le poids d'homme de son erreur, chaque commentaire en ligne résonnant comme une accusation. Il doit ramener Aïssatou au conservatoire, non pour elle, mais pour sauver la réputation de l'école, et la sienne. Il s'agenouille, un geste inhabituel qui fait craquer ses articulations. « Viens avec moi, montre-leur qui tu es. » Aïssatou incline la tête, ses doigts serrant la baguette plus fort, comme si elle pesait l'homme devant elle. Les notes de Mozart s'élèvent dans l'église délabrée de Saint-Denis, chaque touche du vieux piano vibrant sous les doigts minuscules d'Aïssatou Ndiaye. La fillette de 6 ans, ses tresses serrées, dansant au rythme de ses mouvements, joue avec une précision qui fait taire les enfants autour d'elle. Ses petites mains, agiles comme des moineaux, glissent sur les touches usées, tissant des accords classiques avec des inflexions sénégalaises, comme si elle parlait 2 langues à la fois. Sa robe simple, légèrement élimée, aux ourlets, frôle le tabouret bancal, mais elle reste droite, ses yeux noirs fixés sur les touches, ignorant le regard scrutateur de Victor Dubois, immobile à l'entrée de la salle. Aïssatou s'arrête, ses doigts suspendus au-dessus du clavier, et pivote vers un garçonnet qui lutte avec une portée. « Non, Mamadou, plus doucement ici, » dit-elle, sa voix claire guidant sans juger. Elle tapote son genou d'un rythme régulier, un geste instinctif qui maintient le tempo même hors du piano. Les enfants l'écoutent, captivés, leur visage illuminé par une admiration silencieuse. Elle se lève, ajustant une pile de partitions déchirées sur une table bancale, ses gestes assurés, trahissant une autorité naturelle, incongrue pour son âge. Marie-Claire Beaumont, la professeure retraitée aux cheveux gris noués en chignon, s'approche, son crayon mordillé glissé derrière l'oreille. « Aïssatou, montre-leur encore la transition, » dit-elle, sa voix chaude portant l'accent de ses années à New York. Elle pose une main sur l'épaule de la fillette, un contact léger mais ferme, comme pour ancrer son talent brut. Marie-Claire, qui a jadis joué au Lincoln Center, reconnaît en Aïssatou une flamme rare, une enfant qui transforme l'injustice en musique. Elle jette un regard à Victor, toujours figé,
sa chevalière scintillant alors qu'il serre les poings, comme s'il luttait contre une vérité qu'il refuse d'admettre. Aïssatou reprend le piano, ses doigts, attaquant une phrase complexe de Mozart, chaque note un défi à l'humiliation, subi au conservatoire. Les enfants suivent, imitant son rythme avec des claquements de mains, leur rire mêlé de respect. Elle ne joue pas pour se vanter, elle joue pour partager, pour bâtir un refuge dans cette église où les murs fissurés semblent vibrer avec elle. Ses paupières se ferment un instant, ses lèvres esquissant un sourire à peine perceptible, comme si la musique effaçait la voix de Victor. Ce n'est pas une scène pour des amateurs, encore gravée dans sa mémoire. Un craquement de plancher fait sursauter les enfants. Victor s'avance, son ombre projetée sur le mur, mais Aïssatou ne s'interrompait pas. Elle termine la phrase musicale, laissant la dernière note flotter, puis se tourne vers lui. « Vous êtes encore là », dit-elle, non comme une question, mais comme une constatation, ses doigts tapotant toujours son genou. Marie-Claire croise les bras, son crayon oscillant comme un métronome, prêt à protéger son élève. Victor, mal à l'aise, ajuste sa cravate d'un geste sec. Il voit plus qu'une enfant, une force qui défie son monde d'élitisme. « Tu enseignes déjà », murmure-t-il, presque à lui-même, ses mots étouffés par le bourdonnement des enfants reprenant leur chant. Aïssatou ne répond pas, mais ses yeux brillent d'une détermination muette, comme si elle savait que son piano parlera plus fort que n'importe quelle excuse. La musique reprend, et Victor, pour la première fois, écoute vraiment, ses doigts immobiles, sans tapoter sa chevalière. Victor Dubois se tient au centre de la petite salle de l'église de Saint-Denis, ses chaussures cirées glissant légèrement sur le plancher usé. Ses doigts, habituellement affairés à ajuster sa chevalière en or, pendent immobiles, comme alourdis par le poids des regards autour de lui. Aïssatou Ndiaye, 6 ans, est assise sur le tabouret du piano, ses petits jambes balançant sans toucher le sol, ses tresses luisant sous la lumière pâle d'une ampoule. Elle fixe Victor, ses yeux noirs, impassibles, tenant toujours sa baguette en bois comme un sceptre de fortune. « Je me suis trompé », lâche Victor, sa voix grave vacillant pour la première fois. Il s'agenouille, un craquement d'articulation résonnant dans le silence. Les enfants autour, leurs visages curieux figés, retiennent leur souffle. « J'ai vu la vidéo. Ton talent, il était réel. J'ai eu tort de te chasser. » Ces mots, lourds comme des pierres, tombent dans l'air saturé d'encens. Il ajuste sa cravate d'un geste brusque, un tic qui trahit son inconfort face à cette vulnérabilité inattendue. Aïssatou incline la tête, ses doigts tapotant la baguette contre son genou, un rythme régulier qui semble mesurer l'homme devant elle. « Vous m'avez dit de partir, » répond-elle, sa voix claire coupant l'air comme une lame fine. Elle ne sourit pas, mais ses lèvres ne tremblent pas non plus. Marie-Claire Beaumont, la professeure aux cheveux gris, se tient à l'écart, son crayon mordillé, oscillant entre ses doigts, son regard passant de l'enfant au milliardaire, avec une méfiance contenue. Soudain, un vieil homme entre dans la salle, sa canne frappant le sol, en un claquement sec. Ibrahim Kane, 70 ans, visage ridé comme une carte ancienne, porte un boubou bleu usé, mais digne. « Aïssatou, c'est lui ?» demande-t-il, sa voix rauque portant l'accent sénégalais de sa jeunesse à Dakar. Il s'arrête près d'elle, posant une main noueuse sur le dossier d'une chaise, ses yeux perçants fixant Victor. « Vous venez réparer ou juste regarder ?» Victor se redresse, ses joues s'empourprant légèrement. « Je veux réparer. Aïssatou, je t'offre une place au Conservatoire de Paris, une bourse complète, tout ce qu'il faut pour que tu étudies là-bas. » Il parle vite, comme pour devancer tout refus, ses mains s'ouvrant en un geste d'offrande rare. Aïssatou cligne des yeux, sa baguette s'immobilisant. Elle regarde Marie-Claire, puis Ibrahim,
cherchant un signe dans leur visage. Ibrahim s'avance, sa canne ponctuant chaque pas. Vous savez, monsieur, la grand-mère d'Aïssatou jouait aussi. À Dakar, puis ici, dans les années 50. Elle parlait d'un homme riche, un Dubois, qui a pris quelque chose qui ne lui appartenait pas. Une musique, une histoire, un secret. Ces mots, prononcés avec une lenteur délibérée, font tressaillir Victor. Il fronce les sourcils, ses doigts effleurant sa cravate, mais il ne coupe pas la parole au vieil homme. Marie-Claire s'approche, son crayon pointé comme une baguette de chef d'orchestre. Ibrahim a raison. J'ai entendu des rumeurs sur un scandale étouffé au conservatoire. Votre famille, Victor, a peut-être plus à révéler que vous ne le pensez. Aïssatou écoute, ses petites mains serrant la baguette plus fort, comme si elle sentait un mystère plus grand qu'elle. Victor déglutit, son regard vacillant entre l'enfant, la professeure et le vieil homme. « Je ne sais rien de ça, » murmure-t-il, mais sa voix manque de conviction. Ibrahim hoche la tête, un sourire triste plissant ses lèvres. « Alors, cherchez, monsieur. La musique d'Aïssatou pourrait déterrer ce que vous cachez. » Julien Moreau surgit dans le bureau de Victor Dubois, sa silhouette élancée projetant une ombre longue sur le tapis persan. Ses lunettes à monture d'acier glissent légèrement sur son nez aquilin et il les repousse d'un geste sec, un tic qui ponctue son impatience. À 60 ans, ce cousin éloigné de Victor, gestionnaire des finances familiales, dégage une froideur calculée, ses lèvres pincées comme s'il mâchait un reproche. Il claque un dossier sur le bureau en acajou, faisant tressauter un stylo-plume en argent. Victor, financer une enfant de Saint-Denis, une gamine de 6 ans, tu veux ruiner notre réputation? Sa voix, acérée comme une lame, tranche l'air feutré de la pièce. Victor, assis dans son fauteuil, ajuste sa chevalière en or, ses doigts tapotant nerveusement le cuir. Aïssatou est un prodige, Julien. Le conservatoire a besoin d'elle. Les critiques sur les réseaux sociaux. Elle me vise. Moi. Il se lève, son ombre se mêlant à celle de Julien, ses épaules carrées sous son costume, cherchant à reprendre le contrôle. Mais Julien croise les bras, son regard glacial ne sciant pas. Tu es d'épais naïf. Cette petite et son histoire risquent donc de fouiller trop loin. Tu sais ce que notre famille a fait pour garder sa place. Il s'approche, ses pas mesurés claquant sur le parquet, et baisse la voix. En 1950, ton arrière-grand-mère a écrasé une musicienne sénégalaise pour protéger notre nom. Cette gamine, Aïssatou, sa grand-mère, était liée à cette affaire. Si tu la mets en avant, les gens creuseront. Et ils trouveront. Julien sort son téléphone, ses doigts glissant sur l'écran pour ouvrir un fil Twitter anonyme. Des messages haineux défilent. Dubois favorise une enfant des banlieues pour se donner bonne conscience. Le conservatoire n'est pas un cirque. Il ricane, ses lunettes scintillant sous la lumière du lustre. J'ai commencé à semer le doute, ça ne fait que commencer. Victor serre les poings, ses jointures blanchissant. Tu lances des rumeurs contre une enfant? Sa voix tremble, partagée entre colère et un malaise croissant. Julien hausse les épaules, ajustant ses lunettes d'un geste désinvolte. Je protège ce que nous avons construit. Toi, tu joues au sauveur, mais tu ne vois pas le danger. Cette petite et ses soutiens, cette professeure américaine, ce vieil homme sénégalais, ils posent trop de questions. Il s'approche encore, son souffle frôlant l'oreille de Victor. Laisse-moi gérer. Annule cette bourse, ou je ferai en sorte que le public la rejette. Une enfant de Saint-Denis n'a pas sa place dans notre monde. Julien tapote son téléphone contre sa paume, un rythme menaçant, comme s'il orchestrait déjà la chute d'Aïssatou. Victor recule d'un pas, son regard vacillant entre le dossier sur le bureau et le visage impitoyable de Julien. Un souvenir traverse son esprit. Le regard d'Aïssatou, ses mots, la musique c'est pour tout le monde. Il ajuste sa cravate,
un geste brusque pour chasser l'incertitude. « Tu vas trop loin, Julien. Elle jouera. » Julien sourit, un rictus froid. « Alors prépare-toi. Les secrets de notre famille ne resteront pas enterrés longtemps. » Il tourne les talons, sa silhouette disparaissant dans l'embrasure, laissant Victor seul, ses doigts crispés sur sa chevalière, comme s'il pouvait retenir le passé qui menace de ressurgir. Victor Dubois pousse les lourdes portes de la Bibliothèque nationale de France, son manteau sombre frôlant les dalles de marbre. Ses doigts serrent nerveusement sa chevalière en or, un tic qui trahit son urgence, alors qu'il traverse les couloirs éclairés par des lustres imposants. À ses côtés, Marie-Claire Beaumont, la professeure retraitée, avance d'un pas décidé, son crayon mordillé glissé dans son chignon gris. Ibrahim Kane, le vieil homme sénégalais, suit plus lentement, sa canne martelant le sol en un rythme régulier, ses yeux plissés, scrutant chaque étagère comme s'il cherchait un écho de sa mémoire. Aïssatou Ndiaye, 6 ans, trottine entre eux, ses tresses scintillant sous la lumière, tenant une partition vierge comme un talisman. Marie-Claire s'arrête devant un rayonnage d'archives poussiéreuses, ses doigts effleurant les reliures en cuir. « Ibrahim, vous avez dit que la grand-mère d'Aïssatou jouait à Paris dans les années 50. Si les Dubois ont volé son œuvre, il y aura une trace ici. » Sa voix, ferme mais teintée d'un accent américain, coupe le silence feutré. Ibrahim hoche la tête, sa main noueuse ajustant son boubou bleu. Elle s'appelait Fatimata. Elle jouait Mozart, mais avec des rythmes de Dakar. Les Dubois l'ont effacée pour protéger leur réputation. Victor, mal à l'aise, ajuste sa cravate d'un geste brusque. « Je ne savais rien de ça, » murmure-t-il, mais ses mots sonnent creux face au regard perçant d'Ibrahim. Aïssatou, silencieuse, lève les yeux vers une vitrine où des partitions jaunies sont exposées. Ses petites mains tapotent sa partition, un rythme instinctif, comme si elle cherchait à traduire les secrets en musique. Marie-Claire tire un registre épais, ses pages craquant sous ses doigts. Ici, 1950, une exposition au conservatoire, une mention d'une musicienne sénégalaise, Fatimata Ndiaye, a été écartée sans explication. Ibrahim s'approche, sa canne ponctuant ses pas. J'étais là, à l'époque. Fatimata avait composé une variation de Mozart, mais un Dubois, votre arrière-grand-mère, Victor, l'a revendiquée comme sienne. Ils l'ont chassée, et son nom a disparu. C'est les mots, lourds, font frémir Victor, dont les jointures blanchissent autour de sa chevalière. Il feuillette un autre registre, ses mains tremblant légèrement, révélant une note manuscrite. Collaboration refusée. Œuvre attribuée à Élise Dubois. Aïssatou, curieuse, pointe un dessin dans un carnet d'archives, une esquisse d'une femme jouant du piano, ressemblant étrangement à sa grand-mère. « C'est elle ?» demande-t-elle, sa voix claire brisant la tension. Marie-Claire acquiesce, ses doigts serrant le crayon comme pour contenir une colère ancienne. « Oui, ma chérie, ils ont volé plus qu'une musique, ils ont volé son histoire. » Victor recule, son souffle court, comme si le poids du passé l'écrasait. Si c'est vrai, Julien sait quelque chose. Il veut étouffer ça. Ibrahim pose une main sur l'épaule d'Aïssatou, son regard dur fixé sur Victor. « Cherchez plus loin, monsieur. Les archives parlent, mais il faut écouter. » Marie-Claire referme le registre d'un geste sec, son crayon pointant une étagère plus haute. Il y a des correspondances privées, là-haut. Si Élise Dubois a écrit quoi que ce soit, c'est là-dedans. Aïssatou lève les yeux, ses doigts tapotant plus vite, comme si elle sentait le rythme d'un mystère qui s'accélère. Victor hoche la tête, ses lèvres pincées, déterminé à trouver la vérité, non pour lui, mais pour l'enfant dont les notes résonnent encore dans sa tête. Victor Dubois grimpe l'échelle métallique de la Bibliothèque nationale. Ses doigts,
crispée sur les barreaux, sa chevalière en or glissant contre l'acier froid. La sueur perle sur son front, tachant le col de sa chemise impeccablement repassé. Marie-Claire Beaumont, en bas, feuillette un carnet jauni, son crayon mordillé pointant des lignes comme une baguette de chef d'orchestre. Ibrahim Kane, appuyé sur sa canne, murmure des bribes de souvenirs sénégalais, ses yeux plissés fixant Aïssatou Ndiaye. La fillette de 6 ans, ses tresses scintillant sous la lumière tamisée, tapote sa partition contre sa jambe. Un rythme nerveux, mais régulier, comme si elle sentait la vérité approcher. Marie-Claire extirpe une enveloppe scellée d'un carton d'archives, ses doigts tremblant légèrement en brisant le cachet. Une lettre d'Élise Dubois, datée de 1950, annonce-t-elle, sa voix basse vibrant d'intensité. Elle déplie le papier craquant, révélant une écriture élégante mais hâtive. Elle mentionne Fatimata Ndiaye et une œuvre commune qu'elle a revendiquée seule. Victor descend d'un pas brusque, arrachant presque la lettre des mains de Marie-Claire. Ses yeux parcourent les lignes, son souffle s'accélérant. Élise écrit qu'elle a pris la variation de Mozart pour protéger la réputation du conservatoire et de la famille. Elle abouit Fatimata pour qu'elle disparaisse. Ibrahim frappe sa canne contre le sol, un claquement sec qui résonne dans la salle silencieuse. Payé? Non, forcé à partir. Fatimata n'a jamais voulu l'argent. Elle voulait sa musique, son nom. Sa voix tremble, ses mains noueuses serrant la canne comme pour contenir une colère ancienne. Aïssatou, immobile, lève les yeux vers Ibrahim, ses petites mains cessant de tapoter. « Ma grand-mère, ils l'ont fait taire ?» demande-t-elle, sa voix claire perçant le poids des révélations. Victor froisse le bord de la lettre, ses jointures blanchissant. « Julien savait, » murmura-t-il, sa cravate légèrement de travers, un signe rare de désarroi. « Il m'a prévenu que cette ilite histoire pourrait détruire notre nom. Il a continué à cacher ça. » Marie-Claire range son crayon derrière son oreille, son regard dur fixé sur Victor. « Ce n'est pas tout. J'ai trouvé un programme de 1950. Fatimata devait jouer au conservatoire, mais son nom a été rayé, remplacé par Élise Dubois. C'était un vol délibéré. Victor, votre famille a bâti sa gloire sur une injustice. » Aïssatou s'approche de la vitrine où repose une partition annotée, ses doigts effleurant le verre comme si elle pouvait toucher l'héritage de sa grand-mère. « Elle jouait comme moi, » dit-elle presque à elle-même, ses tresses captant un éclat de lumière. Ibrahim pose une main sur son épaule, sa voix adoucie. « Oui, petite, et toi, tu portes son feu. » Victor recule, son dos heurte une étagère, faisant trembler les livres. Ses doigts tapotent nerveusement sa chevalière, mais il ne détourne pas le regard de la lettre. Si cela sort, le conservatoire sera éclaboussé. Moi aussi. Marie-Claire croise les bras, son crayon oscillant comme un avertissement. Alors, faites ce qui est sans déjuste. Rendez à Fatimata son dû. Laissez Aïssatou jouer. Le silence s'installe, seulement brisé par le tapotement d'Aïssatou sur sa partition. Un rythme qui semble appeler la vérité à éclater. Victor serre la lettre contre sa poitrine, ses lèvres pincées, comme s'il portait désormais le poids d'un passé qu'il ne peut plus ignorer. Aïssatou Ndiaye, 6 ans, se tient dans l'ombre du jardin de la villa Dubois, ses petites mains serrant sa partition froissée contre sa poitrine. Ses tresses brillent sous un lampadaire vacillant, et son regard noir scrute les silhouettes mouvantes dans la nuit de Saint-Denis. Julien Moreau, le cousin de Victor, émerge de la porte arrière, ses lunettes à monture d'acier reflétant un éclat froid. Il ajuste son col de chemise d'un geste sec, un tic trahissant sa nervosité, et s'approche d'un pas rapide, ses chaussures crissant sur le gravier. « Toi, la petite, » grogne-t-il, sa voix basse comme un grondement, « tu n'aurais jamais dû revenir ici. »
Aïssatou recule d'un pas, ses doigts tapotant la partition en un rythme rapide, presque frénétique, mais ses yeux ne quittent pas Julien. « Je veux juste jouer », dit-elle, sa voix claire perçant l'air lourd. Julien ricane, ses lèvres pincées en un rictus cruel. « Jouer ? Tu crois que ta musique va effacer ce que ta grand-mère a perdu ? Les Dubois ne tombent pas à cause d'une gamine des banlieues. » Il sort son téléphone, ses doigts pianotant un message rapide, et deux ombres surgissent des buissons, des hommes en capuche, leurs pas lourds faisant craquer les brindilles. Aïssatou pivote, ses petites jambes prêtes à courir, mais Julien l'attrape par le bras, ses doigts serrant juste assez pour faire plisser ses lèvres. « Pas si vite, tu vas apprendre à rester à ta place. » Elle se dégage d'un mouvement vif, sa partition tombant au sol, les pages s'éparpillant comme des feuilles d'âle mortes. Un cri étouffé s'échappe de sa gorge, mais elle court, ses pas précipités résonnant dans la ruelle sombre. Les hommes lasseux la poursuivent, leurs ombres s'étirant comme des griffes sous la lumière pâle. Soudain, une silhouette familière surgit d'un coin de rue. Ibrahim Kane, sa canne brandie comme une arme, frappe le sol avec force, faisant sursauter les poursuivants. « Laissez-la !» rugit-il, sa voix rauque vibrant d'une autorité ancienne. Marie-Claire Beaumont apparaît derrière lui, ses cheveux gris dénoués, son crayon brandi comme une dague. « Touchez-la, et je fais un scandale que tout Paris entendra !» hurle-t-elle, ses yeux lançant des éclairs. Les hommes hésitent, leurs pas ralentissant, puis reculent face à la détermination des deux aînés. Aïssatou, essoufflée, se glisse derrière Ibrahim, ses doigts en tremblant, ramassant une page de sa partition. Julien, immobile, ajuste ses lunettes, un sourire crispé masquant sa frustration. « Vous ne savez pas ce que vous protégez », siffle-t-il, son regard passant d'Ibrahim à Marie-Claire. « Cette gamine va détruire tout ce que nous avons construit. » Ibrahim plante sa canne dans le sol, son boubou bleu claquant dans le vent. « Ce que vous avez construit est un mensonge, et elle est la vérité. » Marie-Claire s'avance, son crayon pointé vers Julien. « Rentrez chez vous, Moreau, ou c'est nous qui irons au conservatoire avec ce que nous savons. » Julien serre les poings, ses lunettes glissant légèrement, mais il recule, disparaissant dans l'obscurité, ses hommes sur ses talons. Aïssatou, toujours agrippée à sa partition, lève les yeux vers Ibrahim et Marie-Claire. « Merci », murmure-t-elle, sa voix tremblante mais ferme. Ibrahim pose une main noueuse sur sa tête, un sourire triste plissant ses lèvres. « Continue de jouer, petite, c'est ton arme. » Marie-Claire ramasse les pages éparpillées, son regard brûlant de détermination. La nuit retrouve son silence, mais le danger plane encore, comme une note dissonante attendant sa résolution. Victor Dubois pousse la porte dérobée d'un cagibi poussiéreux dans la villa familiale, ses doigts serrant sa chevalière en or, glissant nerveusement sur le métal. La lumière d'une lampe torche vacille dans sa main, éclairant des étagères encombrées de boîtes et de reliques oubliées. Marie-Claire Beaumont, ses cheveux gris en désordre, fouille un carton, son crayon mordillé traçant des cercles dans l'air comme pour conjurer la vérité. Ibrahim Kane, sa canne posée contre un mur, feuillette un registre jauni, ses doigts noueux tremblant d'impatience. Aïssatou Ndiaye, 6 ans, se tient près de lui, ses tresses captant un éclat de lumière, ses petites mains tapotant sa partition froissée, en un rythme régulier, comme un métronome vivant. « Ça doit être ici », murmure Marie-Claire, sa voix tendue coupant le silence oppressant. Elle extirpe un coffret en bois, gravé du monogramme des Dubois, ses doigts effleurant une serrure rouillée. Victor s'approche, son souffle court, et force le couvercle d'un geste brusque, faisant craquer le bois. À l'intérieur, un carnet relié de cuir noir repose, ses pages bordées d'or. « Le journal d'Élise Dubois ?» dit-il, sa voix rauque, ses yeux scrutant les lignes manuscrites,
comme s'il redoutait ce qu'elle révélait. Ibrahim s'avance, sa canne reprise en main, frappant le sol d'un coup sec. « Lisez, monsieur. Votre famille a volé la musique de Fatimata, ma vieille amie. Ce carnet le prouvera. » Victor tourne les pages, ses doigts, tremblants, révélant une confession datée de 1950. « J'ai pris la variation de Mozart à Fatimata Ndiaye. Elle était brillante, mais une femme sénégalaise ne pouvait briller ici. J'ai signé l'œuvre de mon nom. » Une esquisse accompagne le texte. Un dessin de Fatimata, jouant, ses traits si proches de ceux d'Aïssatou que Victor sursaute, sa chevalière heurtant le coffret. Aïssatou, silencieuse, pointe une ligne dans le carnet, ses petits doigts suivant l'écriture. « C'est ma grand-mère, » dit-elle, sa voix claire perçant la tension. Marie-Claire s'agenouille près d'elle, son crayon immobile, ses yeux brillants d'une colère contenue. « C'est plus qu'une preuve, Victor. C'est une injustice qu'il faut réparer. » Elle referme le carnet, le serrant contre sa poitrine comme une arme. Un bruit de pas précipité résonne dans le couloir. Julien Moreau, averti par un domestique, a tenté de bloquer l'accès au KGB, mais Ibrahim, vif malgré son âge, a glissé un verrou artisanal sur la porte. « Il sait qu'on est proche, » grogne-t-il, sa canne pointée vers l'entrée. Victor ajuste sa cravate, un geste nerveux, et glisse le carnet dans sa veste. Il ne nous arrêtera pas, pas maintenant. Marie-Claire range son crayon derrière son oreille, son regard passant d'Aïssatou à Victor. Ce journal doit être montré au gala. Aïssatou jouera et le monde saura. Aïssatou tapote sa partition plus vite, ses yeux brillants d'une détermination enfantine. « Je veux jouer pour elle, » dit-elle, sa voix tremblant d'émotion mais ferme. Ibrahim pose une main sur son épaule, un sourire triste plissant ses lèvres. « Tu le feras, petite, pour Fatimata. » Victor hoche la tête, ses doigts cessant enfin de tapoter sa chevalière. Il empoigne la lampe torche, son pas décidé claquant sur le sol. La porte du KGB tremble sous les coups de Julien, mais la vérité est entre leurs mains, prête à éclater au grand jour. OI4, Sao Tro Kwakongdiem, 4.3, Xo Tro Vaktran, Lat Keo. Les projecteurs du Conservatoire de Paris baignent la scène d'une lumière blanche, implacable, faisant scintiller les tresses d'Aïssatou Ndiaye, 6 ans, assise au piano Steinway. Ses petites mains, posées sur les touches d'ivoire, frémissent légèrement, mais ses yeux noirs fixent l'horizon, comme si elle voyait au-delà de la salle comble. Des donateurs en smoking, des critiques aux larmes regards scrutateurs, des caméras braquées sur elle. Sa partition, froissée mais soigneusement posée, semble vibrer d'une histoire plus grande qu'elle. Victor Dubois se tient en coulisses, sa chevalière en or serrée dans son poing, ses lèvres pincées, trahissant une tension rare. À ses côtés, Marie-Claire Beaumont, son crayon mordillé glissé derrière son oreille, serre le carnet d'Élise Dubois contre sa poitrine. Ibrahim Kane, sa canne plantée fermement dans le sol, murmure une prière sénégalaise, ses yeux plissés rivés sur Aïssatou. Julien Moreau, au premier rang, ajuste ses lunettes d'acier, un rictus crispé déformant son visage. Il tapote son téléphone, prêt à relancer ses rumeurs, mais ses doigts hésitent, comme s'il sentait la tempête approcher. Aïssatou frappe la première note, une variation de Mozart, pure mais teintée d'un rythme sénégalais, l'œuvre volée de sa grand-mère, Fatimata. Chaque accord résonne comme un cri, emplissant la salle d'une force qui fait taire les murmures. Les spectateurs se redressent, leur téléphone s'abaissant, captivés par la musique d'une enfant qu'ils ont méprisée. Ses doigts dansent, précis, puissants, transformant le piano en une arme qui tranche le silence. Victor s'avance, sa voix grave brisant l'entracte. « Mesdames et messieurs, avant qu'Aïssatou continue, il y a une vérité à révéler. » Il brandit le carnet d'Élise Dubois, ses pages ouvertes à la confession. En 1950,
Ma famille a volé cette musique à Fatimata Ndiaye, la grand-mère d'Aïssatou. Elle a été effacée, son nom banni, pour protéger notre gloire. Sa cravate, légèrement de travers, tremble sous son souffle court. Julien bondit de son siège, ses lunettes glissant sur son nez. « Mensonge !» crache-t-il, sa voix stridente perçant la foule. Mais Marie-Claire s'avance, son crayon pointé comme une lance. « Lisez vous-même, Moreau. Élise a tout avoué. » Elle projette des images du carnet sur un écran géant, les mots d'Élise. J'ai pris l'œuvre de Fatimata, s'affichant en lettres accusatrices. Ibrahim, sa canne frappant le sol, ajoute « Vous avez continué ce mensonge, Julien. Vous avez menacé une enfant pour le cacher. » La salle explose en murmures, les caméras pivotant vers Julien, dont le visage blêmit. Il tente de s'éclipser, mais 2 agents de sécurité, alertés par Victor, bloquent contre sa sortie, leurs mains fermes sur ses épaules. Aïssatou, imperturbable, reprend son jeu, ses notes montant en un crescendo qui noie les protestations de Julien. Chaque accord est une revendication, un hommage à Fatimata, une victoire pour Saint-Denis. Les spectateurs se lèvent, applaudissant, certains en larmes, d'autres secouant la tête face à l'injustice révélée. Aïssatou termine, ses petites mains s'immobilisant, ses tresses captant un dernier éclat de lumière. Elle se tourne vers la foule, son regard calme mais brûlant. Julien, escorté hors de la salle, lance un dernier regard venimeux. Mais il était fini. Victor ajuste sa cravate, ses yeux fixés sur Aïssatou, un mélange de honte et d'admiration dans son souffle. La vérité a éclaté, portée par la musique d'une enfant. Victor Dubois se tient devant le pupitre du tribunal parisien, sa chevalière en or scintillant sous les néons froids. Mais ses doigts, pour une fois, restent immobiles, ne tapotant plus nerveusement. Son costume gris, légèrement froissé, trahit une nuit sans sommeil. Face à lui, Julien Moreau, menotté, ajuste ses lunettes d'acier d'un geste maladroit, son visage blême, marqué par la défaite. La salle d'audience, pleine de journalistes et de spectateurs, bourdonne d'une tension contenue, les flashs des appareils photo ponctuant le silence comme des éclairs. Le juge, une femme aux cheveux poivre et sel, frappe son marteau, un claquement sec qui impose l'ordre. « Monsieur Moreau, vous êtes accusé d'avoir dissimulé des preuves d'un vol culturel et d'avoir orchestré des intimidations contre une mineure, Aïssatou Ndiaye. » Sa voix, froide et précise, résonne dans la salle. Julien baisse la tête, ses lèvres pincées, mais ses yeux lancent un dernier éclat de défi vers Victor, qui soutient son regard sans ciller. Marie-Claire Beaumont, assise au premier rang, serre le carnet d'Élise Dubois contre sa poitrine, son crayon mordillé immobile pour la première fois. À ses côtés, Ibrahim Kane, sa canne posée sur ses genoux, hoche la tête lentement, son boubou bleu vibrant d'une dignité silencieuse. Aïssatou Ndiaye, 6 ans, n'est pas présente, trop jeune pour cette arène, mais sa présence plane, incarnée par la partition froissée que Marie-Claire tient comme une relique. Le juge brandit une copie du carnet, ses pages projetées sur un écran. Élise Dubois a confessé avoir volé l'œuvre de Fatimata Ndiaye en 1950. Vous, Julien Moreau, avez perpétré ce mensonge en détruisant des archives et en menaçant une enfant pour protéger la réputation des Dubois. Julien tente de parler, sa voix rauque s'élevant. « Je protégeais la famille, le conservatoire !» Mais un murmure indigné de la foule le réduit au silence et il s'affaisse, ses lunettes glissant sur son nez. Victor s'avance, sa cravate ajustée d'un geste ferme, comme pour sceller sa résolution. « J'assume la responsabilité des actes de ma famille », déclare-t-il, sa voix grave tremblant légèrement. Le Conservatoire de Paris reconnaît officiellement l'héritage de Fatimata Ndiaye. Son nom sera gravé dans nos archives et son œuvre restaurée.
Les journalistes griffonnent frénétiquement, leurs stylos grattant comme un cœur discordant. Ibrahim serre sa canne, un sourire triste plissant ses lèvres, comme s'il voyait enfin justice rendue à son ami d'antan. Le juge prononce la sentence « Julien Moreau, vous êtes condamné à 3 ans de prison et à une amende pour obstruction à la justice. » Les menottes cliquettent, alors que Julien est emmené, son regard fuyant, ses lunettes tombant presque. Marie-Claire range son crayon derrière son oreille, ses yeux brillants d'une satisfaction contenue. « Pour Fatimata », murmure-t-elle, ses doigts effleurant le carnet. Victor sort de la salle, son pas lourd mais décidé, ignorant les questions des journalistes. Il sent le poids du carnet dans sa poche, un rappel de l'héritage brisé qu'il doit maintenant réparer. Ibrahim le rejoint, sa canne frappant le sol. « Ce n'est que le début, monsieur. La musique d'Aïssatou portera cette victoire. » Victor hoche la tête, ses lèvres pincées, un mélange de honte et de détermination dans son souffle. La justice est rendue, mais le vrai travail commence maintenant. Victor Dubois se tient sur une estrade improvisée dans la cour de l'église de Saint-Denis, son costume gris froissé par le vent frais de l'automne. Ses seaux doigts, débarrassés de sa chevalière en or, un abandon symbolique, serrent un micro dont le fil s'enroule autour de son poignet. Devant lui, une foule bigarrée, des enfants en sweats colorés, des parents sénégalais en boubou, des habitants du quartier au regard méfiant mais curieux. Aïssatou Ndiaye, 6 ans, est assise au premier rang, ses tresses luisant sous le soleil, ses petites mains tapotant une partition neuve, un rythme régulier comme un pouls. « Aujourd'hui, je corrige une erreur », commence Victor, sa voix grave amplifiée par le micro, tremblant légèrement sous le poids de la tension. Il ajuste sa cravate, un geste devenu rare, et désigne une pancarte derrière lui. Fondation Musique pour tous. Cette fondation, financée par ma famille, offrira des bourses lédoïtiques à tous les enfants de Saint-Denis qui rêvent de musique. Aïssatou sera notre première ambassadrice. La foule murmure, quelques applaudissements timides, éclatants, mais les regards restent durs, marqués par des années de promesses non tenues. Marie-Claire Beaumont, debout à côté de l'estrade, son crayon mordillé glissé dans son chignon, hoche la tête, ses yeux scrutant Victor comme pour jauger sa sincérité. Ibrahim Kane, sa canne plantée dans le gravier, se penche vers Aïssatou et murmure « C'est pour ta grand-mère, petite ». Aïssatou sourit, un éclat discret, ses doigts accélérant leur tapotement, comme si elle traduisait l'espoir en musique. Victor descend de l'estrade, ses pas crissant sur le sol, et s'agenouille devant Aïssatou. « Tu ouvriras la voie, » dit-il, tendant un certificat de bourse orné du sceau du Conservatoire de Paris. Ses mains tremblent légèrement, un aveu silencieux de son passé arrogant. Aïssatou prend le papier, ses yeux noirs brillant d'une détermination muette, et le serre contre sa poitrine, là où reposait autrefois sa partition froissée. Marie-Claire s'avance, sa voix chaude portant l'accent de ses années américaines. « Victor, ce n'est pas assez. Le conservatoire doit changer. Pas seulement des bourses, mais des professeurs issus des banlieues, des programmes pour les musiques africaines. » Elle pointe son crayon vers la foule, comme pour les rallier. Victor acquiesce, ses lèvres pincées. « C'est déjà en cours. J'ai nommé un comité. Vous en ferez partie, Marie-Claire, et Ibrahim aussi. » Ibrahim frappe sa canne contre le sol, un claquement qui attire l'attention. « Pour Fatimata, » dit-il, sa voix rauque vibrant d'émotion, « et pour tous ceux que vous avez ignorés. » La foule applaudit plus fort, des enfants criant le nom d'Aïssatou, leur voix mêlée de rire et d'espoir. Une femme en boubou lève un poing, un geste de victoire qui fait tressaillir Victor. Il se redresse, son regard balayant la cour. Le conservatoire portera désormais une salle au nom de Fatimata Ndiaye, annonce-t-il, sa voix plus ferme.
Sa musique sera enseignée, jouée, célébrée. Aïssatou se lève, sa partition serrée dans ses mains, et murmure « Merci ». Sa voix, claire comme une note, scelle l'engagement de Victor. Marie-Claire range son crayon, un sourire discret plissant ses lèvres. Ibrahim pose une main noueuse sur l'épaule d'Aïssatou, ses yeux brillants de fierté. La foule s'anime, des enfants courant vers l'église, où un vieux piano attend de nouvelles mélodies. Victor, pour la première fois, sent un poids s'alléger, comme si la musique avait enfin remplacé son orgueil. La salle Gaveau, illuminée par des lustres étincelants, vibre sous les notes d'Aïssatou Ndiaye, 6 ans, dont les doigts dansent sur le piano Steinway. Ses dos tresses scintillent sous les projecteurs, et sa robe neuve, un cadeau de la communauté de Saint-Denis, flotte légèrement à chaque mouvement. Chaque accord de Mozart, matiné de rythme sénégalais, résonne comme un hommage à sa grand-mère, Fatimata. La foule, Parisiens en costume, artistes, habitants des banlieues, retient son souffle, captivé par la puissance d'une enfant. Victor Dubois, au premier rang, ne porte plus sa chevalière en or. Ses mains, croisées sur ses genoux, restent immobiles, un contraste avec son ancienne agitation. À ses côtés, Marie-Claire Beaumont, son crayon rangé dans son chignon, applaudit doucement, ses yeux brillants d'une fierté contenue. Ibrahim Kane, sa canne posée contre son siège, hoche la tête, son boubou bleu vibrant comme un symbole de victoire. La musique d'Aïssatou emplit l'espace, effaçant les murmures d'autrefois. Ce n'est pas une scène pour des amateurs. Elle termine, ses petites mains s'immobilisant, et se lève, saluant avec une grâce naturelle. La salle explose en applaudissements, des spectateurs debout, certains essuyant des larmes. Aïssatou regarde Victor, un sourire discret plissant ses lèvres, comme un pardon silencieux. Victor se lève, ses pas lourds montant sur scène. Il prend le micro, sa cravate parfaitement nouée, mais sa voix tremble légèrement. Ce soir, nous célébrons Aïssatou, mais aussi Fatimata Ndiaye, dont l'héritage vit à travers elle. Il se tourne vers la foule, sa main désignant Aïssatou. L'excellence transcende l'âge et l'origine. La musique unit les cœurs au-delà des préjugés. Ces mots, simples mais lourds, résonnent, et la foule applaudit plus fort. Ibrahim frappe sa canne contre le sol, un claquement de triomphe, et murmure « Pour Fatimata ». Marie-Claire, ses doigts effleurant le programme de la soirée, hoche la tête, comme si la justice était enfin complète. Aïssatou s'approche, ses petites mains serrant une partition neuve. « Je joue pour ma grand-mère, pour Saint-Denis, pour tout le monde », dit-elle, sa voix claire amplifiée par le micro. Les spectateurs, émus, se lèvent à nouveau, leurs applaudissements secouant les murs. Victor s'agenouille à sa hauteur, ses yeux rencontrant les siens. « Tu es notre étoile », murmure-t-il, sa voix brisée par une humilité nouvelle. La foule s'anime, des enfants de Saint-Denis courant vers la scène, leur rire mêlé aux acclamations. La Fondation Musique pour tous, désormais active, promet un avenir où chaque enfant peut jouer. Victor, Marie-Claire et Ibrahim se tiennent côte à côte, une famille improbable unie par la musique. Aïssatou lève sa partition, un dernier geste de défi et d'espoir, tandis que la salle Gaveau résonne encore de son triomphe. La musique d'Aïssatou s'éteint doucement, mais son écho reste dans nos cœurs. Ce soir, à la salle Gaveau, une enfant de 6 ans a prouvé que le talent et la vérité triomphent toujours des préjugés. Que vous inspire cette histoire? Partagez vos pensées, vos émotions, dans les commentaires ou sur les réseaux sociaux. Votre voix compte, tout comme celle d'Aïssatou. Merci à vous, chers auditeurs, d'avoir suivi ce voyage d'injustice, de rédemption et d'espoir. Votre écoute donne vie à cette histoire. À très bientôt pour une nouvelle aventure musicale où la vérité, comme toujours, résonnera plus fort que tout.